Bienvenue mesdames et messieurs à cet entretien avec Kémy Séba, panafricaniste convaincu, panafricaniste de la dernière heure, va-t-on dire comme ça, ou de la nouvelle génération. En tout cas, Kémy Séba est avec nous sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Bonjour Kémy Séba. Bonjour mon cher frère. Alors, Kémy Séba, très connu au niveau de la diaspora africaine, très connu également au niveau de l'Afrique de l'Ouest, puisque vous faites des programmations, des productions avec la grande télévision 2STV du côté du Sénégal. Mais Kémy Séba reste pour bon nombre d'Africains, notamment au niveau de l'Afrique centrale, inconnu. Alors, première question pour nous, Kémy Séba, qui est Kémy Séba? Alors, qui est Kémy Séba? Je dirais simplement, parce que je n'aime pas être dans le moi excluant, je vais essayer d'inclure les gens en disant que je suis simplement un Africain de la nouvelle génération du XXIe siècle qui est né en Occident, qui a vécu les affres de la négrophobie, du racisme, qui a entendu depuis tout petit la France tu l'aimes ou tu la quittes, et qui a décidé d'être en adéquation avec justement cet adage, qui a commencé par se battre pour les siens. Aimer les siens ne signifie pas forcément haïr les autres. J'ai été diabolisé énormément en Occident. Cette diabolisation a fait en sorte, je pense, que mon audience s'est créée aussi, parce que les gens se posaient la question de savoir pourquoi des moyens disproportionnés du gouvernement français et d'autres gouvernements, puisque j'étais interdit aussi de rentrer sur le territoire suisse, j'étais interdit à bon nombre d'endroits, pourquoi ces gouvernements s'attaquent sur un jeune noir en ce début du XXIe siècle. Ça a ouvert l'esprit de beaucoup de personnes, ça a ouvert l'esprit aussi de beaucoup de gens sur le continent. Je nuancerai un petit peu la question en disant que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, sur le continent africain, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a d'autres endroits aussi qui nous suivent, mais c'est vrai qu'il reste encore du travail à faire, du côté de l'Afrique centrale notamment. Alors quand vous dites que vous avez vécu la négrophobie en Europe, est-ce que vous pouvez préciser un peu ce qui a pu se passer? Un exemple palpable peut-être? Je pense que ce serait très difficile d'exemplifier ça par un seul cas, mais quand vous grandissez dans un endroit où vous êtes minoritaire et où la culture globale, même si je ne veux pas essentialiser et dire que tous les Français le sont parce que ce n'est pas le cas, oui, mais où le système en tout cas est dans une démarche de promouvoir, qu'on le veuille ou pas, un racisme subtil, un racisme latent dans cette société. Lorsque vous grandissez sur ce terrain-là et que vous vous rendez compte que vous êtes ostracisé, vous avez deux choix. C'est soit vous vous aliénez complètement, vous baissez la tête et vous rentrez dans les canons tels que ceux voulus par la société dans laquelle vous vivez, ou alors vous êtes dans une démarche de vous affirmer, de vous organiser, de tout faire pour défendre les intérêts de ceux qui vous ressemblent. Ça a été la démarche qui a été la mienne. Elle s'est faite en plusieurs paliers, en plusieurs stades, tels que je l'explique dans mes différents ouvrages. Et il y a du chemin qui s'est fait, c'est clair. Mais le moteur de tout ça était l'amour de notre continent, était l'amour de notre population. Et votre suspension, est-ce que, je vais dire, votre interdiction de séjour en France ou en Suisse, est-ce qu'elle a été levée depuis? Alors, c'est plus complexe. En France, je n'ai jamais été interdit de séjour, j'ai été interdit de sortie de territoire lorsque j'étais en France, ce qui est différent, parce que j'étais... je pense qu'à un moment, ils avaient vraiment peur de mes différents mouvements, ils ont toujours peur aujourd'hui d'ailleurs. J'ai rompu ce contrôle judiciaire auquel j'étais soumis parce qu'ils voulaient tenter de me contrôler d'une certaine façon. On m'a présenté vraiment comme un terroriste. C'est ça qui est marrant, c'est que en Afrique de l'Ouest, on me considère comme quelqu'un qui réfléchit sur les questions géopolitiques. En Occident, les dirigeants me considèrent comme un terroriste anti-Occident. C'est marrant, mais c'est peut-être aussi la preuve que celui qui réfléchit pour les siens est considéré comme un terroriste par ceux qui veulent nous asphyxier. Ce qui, au final, est plus que cohérent. Alors, Kémy Séba, nous parlons de l'Afrique. Quelle est votre vision de la géopolitique africaine, l'actualité géopolitique africaine aujourd'hui? Je dirais simplement que, en ce début du XXIe siècle, dans ce nouveau millénaire, l'Afrique est face à un défi on ne peut plus immense. Il va y avoir une guerre dans cette société civile. On peut le croire, on peut ne pas le croire, on peut accepter de le voir ou le refuser, mais les éléments sont là pour ceux qui veulent être dans une démarche d'analyse prospective. On a dans cette société civile des éléments endogènes qui sont payés par des forces exogènes pour véhiculer des concepts complètement éloignés de notre paradigme, tels que les notions d'homosexualité, les droits de l'homme. Alors il y a droit de l'homme. Le droit de l'homme dans son concept initial peut être intéressant et encore on peut se poser la question. Mais la réalité c'est le droit de quels hommes? Si c'est le droit d'une culture qui se
permet de dominer et d'écraser, d'asphyxier d'autres cultures, ce n'est pas le droit de l'homme, c'est du mondialisme. Ce n'est même pas la mondialisation, c'est du mondialisme, c'est-à-dire son phénomène excessif. Et face à ces ONG africaines qui pullulent sur le continent, qui sont payées par ces nations occidentales, on dit qu'elles sont non gouvernementales africaines, oui, mais elles sont très gouvernementales occident. Ok, c'est une bonne précision parce que ça nous permet quand même d'entrer dans les détails de ce que vous nous parlez et de ces facteurs endogènes dont ils peuvent être des ONG ou tout simplement des personnes bien identifiées. Exactement, il y a des gens qui sont systématiquement, la plupart du temps ils sont dans l'opposition vis-à-vis des dirigeants africains et on ne va pas se mentir. Il y a tellement de critiques potentielles qui peuvent être faites, excusez-moi, sur les dirigeants africains, des critiques sans être dans l'insulte, hein, mais des analyses de fond. Cela entraîne que ces gens-là ont prétendument parlant au départ une certaine légitimité vis-à-vis de ces dirigeants. Et donc ils essayent de jouer dessus auprès de la population. Mais lorsque l'on creuse et que l'on gratte, on se rend compte que cette opposition qui se dit ou qui se présente comme étant une base voulant lutter et résister contre l'inique, contre le pouvoir centralisé à la tête de nos États, on se rend compte quand on creuse que ces derniers sont souvent, très souvent, financés par des forces extérieures au continent. Et je dis qu'il faut qu'il y ait des critiques saines sur le continent africain, mais des critiques non pas téléguidées par les forces extérieures, mais des critiques visant non pas à dire le problème c'est le président, mais faire en sorte que le président, s'il agit mal, puisse agir bien. Qu'il y ait une fusion de tous. Je ne crois pas à cette chanson comme le système occidental le voudrait, qui souhaite qu'on ne voit le problème de l'Afrique qu'à travers l'inaptitude ou certaines incapacités des dirigeants africains. Parce que on s'attaque à un élément du système au lieu de s'attaquer au système dans sa globalité. Le système occidental, l'oligarchie occidentale aime faire diversion en disant le problème c'est vos potentats africains, le problème c'est vos chefs d'État qui détournent. Bien sûr qu'il y a des choses sur lesquelles on doit travailler et je serai toujours le premier à dire ce qui ne va pas. Mais cela ne doit pas signifier qu'on doit être instrumentalisé par d'autres qui veulent simplement qu'on regarde le chef d'État, mais pas le système. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le système occidental, dans sa globalité, qui a ses pions, qui essayent d'avancer sur l'échiquier qu'est le continent africain. Ça, c'est des choses sur lesquelles moi-même, j'essaye et d'autres aussi, on essaye d'alerter la population. Il y a une guerre mondialiste. Il y avait des guerres mondiales auparavant, aujourd'hui, c'était les guerres mondialistes. Je parle même de NGO wars, c'est-à-dire des guerres d'ONG sur le continent. Il y aura des guerres parce qu'il y aura des ONG qui seront financées par l'oligarchie d'Occident et il y a d'autres ONG qui seront financées par les forces non alignées, par les nations non alignées, par celles et les forces endogènes qui veulent justement leur souveraineté. Et je me situe dans ce cadre-là. Je pense véritablement, j'en parle dans le deuxième ouvrage, Black Nihilisme, qui s'est bien vendu lui aussi. Je pense profondément qu'il y aura. En tout cas, on parlera de vos ouvrages dans les secondes qui suivent. Mais est-ce que vous pensez... Juste pour conclure, dire que, si vous permettez, chers frères, qu'il est nécessaire en tout cas que les gens qui analysent et qui réfléchissent aujourd'hui se préparent à des lendemains très complexes sur le terrain de la société civile parce qu'il y aura des affrontements. Je ne le souhaite pas, mais malheureusement, comme le disait justement Frantz Fanon, auparavant le problème était le colon. Aujourd'hui, le problème, c'est le colon interne, c'est-à-dire notre frère qui est colonisé par l'extérieur. Alors, la solution pour notre Afrique d'être une Afrique nouvelle, telle que nous la pensons, vous nous le dites, ça passe par le panafricanisme. Mais comment vous définissez, vous, le panafricanisme? Pour moi, le panafricanisme, c'est l'unité des diverses africanités. Il n'y a pas une seule voie, à mon sens, sur le continent africain. Il va y avoir des traditionalistes africains, il y a des chrétiens africains, il y a des musulmans africains, il y a des libéraux africains, il y a des marxistes africains, il y a des afrocentriques qui sont complètement différents de tout ce que je viens de citer, que certains stigmatisent. Je pense qu'ils font partie aussi de la famille et malgré des désaccords de fond que je peux avoir, ce sont des gens qui doivent faire partie aussi de cet ensemble. Et le panafricanisme, dans Pana, il y a globalité. Donc on doit tous se réunir sur ce terrain-là. Mais j'ai envie de dire que le débat aujourd'hui n'est même plus d'être dans cette simple unité. C'est de comprendre contre qui on doit s'unir. Parce que qu'on s'unisse tous, c'est une chose. Mais si on s'unit tous dans la perdition, le panafricanisme n'aura servi à rien. Donc le panafricanisme doit se doter d'un logiciel, d'une grille de lecture, à mon sens, anti-mondialiste. Elle doit comprendre que le cancer de nos sociétés aujourd'hui, ce n'est plus le colonialisme d'hier. Il y a une mise à jour par rapport aux différentes problématiques que nous rencontrons. Et la mise à jour nous renvoie aujourd'hui
au globalisme, au mondialisme, au tenant de ce que l'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial, tenu par la finance internationale. Alors, restons dans ce globalisme, ce mondialisme, comme vous le dites. Quel regard vous portez sur l'évolution du monde actuel? Je pense que tout est lié profondément. Il y a des interpénétrations entre les différents événements, les différents continents. Ce qu'on voit à l'heure actuelle au Moyen-Orient, contrairement à ce qu'on peut imaginer, est extrêmement lié à ce que l'Afrique vit aujourd'hui. Il y a le centre de toute cette géopolitique, on peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Il y a un projet des faucons américains reliés aux oligarques que l'on retrouve en Palestine occupée, en l'occurrence en Israël. On retrouve le projet du Grand Israël. Il y a des théoriciens, le plan Oded-Yinon, Oded-Yinon, Y-I-N-O-N, pour ceux qui voudront vérifier un petit peu, qui avait théorisé cette stratégie de créer une sorte d'arc de crise à l'intérieur duquel il y aurait différentes nations celles qui seraient hostiles à Israël seraient fragilisées, il y aurait une stratégie pour les déstabiliser. Le problème, c'est que l'hostilité vis-à-vis de cette nation israélienne qui est le symbole ultime, comme disait Nelson Mandela, du colonialisme aujourd'hui, s'est globalisée. Et du coup, les tentatives de déstabilisation se sont multipliées. Alors, si on veut dessiner cet arc, il va d'où à où? Comme je dis, il a été évolutif. Il est au départ restreint uniquement au Moyen-Orient. Oui. Il s'est élargi par la suite. Aujourd'hui, on le voit du côté du Sahel, Oui. on le voit du côté de l'Afrique de manière générale, qu'il est en train de prendre une grande ampleur. Il est aussi présent en Amérique latine où les Sud-Américains qui s'opposent, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un élan de l'équivalent du panafricanisme en Amérique du Sud, qui est le bolivarisme. Et ce bolivarisme-là est hostile à ce qu'ils appellent l'impérialisme yankee et son associé israélien. Chavez en était l'un des parangons justement de ce concept-là et de cette résistance-là. Donc, partout, comme aussi en Ukraine, du côté en tout cas de la Russie, de l'ancienne Union soviétique, Poutine est considéré par ces gens-là comme une force non négligeable dont il faut profondément se méfier. Et donc tous ceux qui s'opposent à cette uniformisation des sociétés, à ce nouvel ordre mondial dont on parle souvent, connaissent ce qu'on appelle des révolutions dites colorées, des printemps arabes. On a vu que c'était une farce arabe et une terre non arabe en réalité sur ce terrain-là. On a vu aussi du côté de l'Union soviétique et de l'ancienne Union soviétique, de la Russie aujourd'hui, des tentatives de déstabilisation avec l'Ukraine. Il y a une guerre de ceux qui sont... Les révolutions orange? Aux révolutions orange et révolutions colorées aussi à différents endroits, puisqu'il y avait différents types de couleurs qui ont été justement énoncées. Et toutes ces choses-là, celui qui croit que ça arrive au hasard est celui qui ne comprend pas les mécanismes qui se situent derrière tout cela. Et c'est à nous d'expliquer et d'analyser patiemment comment les choses se déroulent. C'est ce que fait Afrique Média, à mon sens, de manière déjà remarquable. C'est ce que je fais là où je suis, c'est ce que je fais et compte faire à la rentrée. Alors, vous parlez d'Afrique Média. Qu'est-ce qui vous motive à Oui, rejoindre Afrique Média? Moi, je vous en prie, vous pouvez revenir sur vos propos. On y va, il n'y a pas de problème. Oui. Ce qui me motive à rejoindre Afrique Média, outre le fait que j'ai eu, je pense, de bons contacts avec des frères, il n'est pas nécessaire de citer, mais qui sont venus vers moi et qui m'ont dit qu'il était intéressant qu'on travaille ensemble, qui suivaient le travail qui est le mien depuis 15 ans en Afrique de l'Ouest, puis auparavant en France. Afrique Média me paraît être la meilleure chaîne aujourd'hui, je le dis sans aucun problème, sans créer de jalousie avec d'autres où je peux travailler. La meilleure chaîne sur le terrain du panafricanisme. Le panafricanisme, c'est ce qu'on appelle l'écologie politique du monde noir. Ouais. C'est l'idéologie politique qui nous permettra, à partir du moment où elle sera maîtrisée, de nous défendre, de comprendre le monde dans lequel on est installé, parce qu'on ne peut pas comprendre le monde où on vit si on ne sait pas le sol que l'on foule au quotidien. Ah oui. Et le panafricanisme nous sert normalement de grille de lecture sur ce terrain-là. Afrique Média s'est spécialisé sur cette question, n'a pas eu peur de la controverse, et n'a pas eu peur de la diabolisation, et au final, c'est ce qui permet à cette chaîne aujourd'hui d'avoir cette légitimité auprès de bon nombre de gens sur le continent africain. Et donc, il était totalement normal que moi-même, là où je suis et là où je vis, je voyage un peu partout dans le monde, il était normal que je me rapproche de cette chaîne-là qui est Afrique Média aujourd'hui. Alors, mais vous savez, les panélistes ou tous les experts qui interviennent sur les différents plateaux d'Afrique Média sont souvent taxés d'aboyeurs, de racistes, et ils développent un sentiment anti-ceci, anti-cela. Est-ce que vous n'avez pas peur que cela déteigne votre image aussi? Bah, je suis déjà extrêmement diabolisé, peut-être même plus qu'Afrique Média, par les médias occidentaux d'ailleurs. Donc la diabolisation, moi, ne me dérange pas. Après, pour ce qui est de l'étiquette aboyeur ou autre, vous savez, l'idée, on dit toujours qu'au commencement était le verbe. On ne peut pas diffuser des idées dans le silence. Bien sûr, il peut y avoir différentes tonalités.
il est arrivé à une certaine époque que moi-même je parle très fort. J'ai commencé à militer politiquement dans la rue, il faut le savoir. Donc pour se faire entendre dans la rue, on parlait fort. Arriver à la télé en Afrique de l'Ouest, c'est vrai que la culture et la façon d'être est peut-être différente d'ici. Donc les gens parlent beaucoup plus doucement. Mais quand on parle doucement ou à haute voix, ce qui compte, c'est le contenu. Et je vois qu'il y a énormément de contenu ici. Et je mets au défi les gens qui taxent les personnes qui sont panélistes dans cette chaîne de dire que ce qu'ils disent sont faux. Parce qu'il est bien de s'attaquer à la forme, pourquoi pas, mais il est bien de s'attaquer au fond. Et sur le fond, je le dis sans flagornerie aucune, le niveau est très très haut en ce qui concerne les panélistes ici. Et sinon, j'aurais jamais accepté de travailler avec cette chaîne. Alors, Kémy Séba, la lutte, ou alors l'un des combats d'Afrique Média, se situe, je vais dire, sur certains leviers de la souveraineté, tels que la monnaie. Et nous savons que plusieurs pays qui ont été des anciennes colonies françaises, je vais dire, aujourd'hui sont un peu pris ou embrigadés par une monnaie que nous appelons tous le franc CFA. Alors, vous, quel est votre avis sur cette question de la monnaie? J'ai parlé longuement de multiples reprises sur ce thème. J'ai même fait une chronique très récemment que j'envoie tout le monde. Je recommande à tout le monde d'aller la voir sur Internet. C'était à la télé en Afrique de l'Ouest. Le franc CFA est pour moi le symbole ultime de l'impérialisme que nous subissons aujourd'hui. Il suffit de voir le retard que les nations africaines francophones ont vis-à-vis des nations anglophones, quoi que l'on puisse en dire. Dire cela ne signifie pas qu'on est moins intelligent, mais simplement que le système de prédation que nous avons connu était beaucoup plus puissant, beaucoup plus stratège, beaucoup plus fin. Ceux qui ont voulu s'éloigner du franc CFA, comme Sékou Touré en Guinée, ont eu des difficultés, certes, mais le franc CFA me paraît être le vestige ultime d'une domination que nous ne voulons plus. Et je pense qu'une nation souveraine et une nation cohérente se doit d'être en harmonie avec sa réalité monétaire et donc par conséquent doit faire les efforts qui sont en sa possibilité pour s'éloigner de ce marché. Et j'ai envie de vous dire une chose. On voit la Grèce aujourd'hui. Beaucoup de choses sont dites sur cette nation. La Grèce aujourd'hui donne un symbole et un enseignement à toutes les nations qui veulent s'en sortir. La Grèce est très pauvre aujourd'hui. Mais ils sont libres dans leur pauvreté. Ils sont libres dans leur pauvreté. Et chaque nation qui va vers l'émergence commence par un point zéro, de toute façon. Ils sont à un niveau difficile aujourd'hui, mais ils iront à un niveau supérieur demain. Je ne suis pas un idolâtre de Tsipras, mais je reconnais que ce dernier et que le peuple grec dans sa globalité, parce que Tsipras est porté par le peuple, c'est le peuple qui compte. Le peuple grec montre que les desiderata de l'impérialisme monétaire ne peuvent pas toujours être acceptés par le prolétaire. Je pense que c'est un élément extrêmement important à retenir. Le BRICS, l'union des nations que l'on connaît, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et qui sera élargi à d'autres très prochainement, je pense, vient de se doter d'un fonds équivalent et bientôt supérieur à celui du FMI. Les gens qui veulent se départir de cette prédation monétaire ont aujourd'hui les cartes en main. Rien ne sera facile, mais on a la possibilité de le faire. La Grèce n'a pas le franc CFA, évidemment, mais l'analogie et la parabole se fait simplement sur le terrain de dire que le diktat financier des superpuissances doit tôt ou tard cesser. Et celui qui veut prendre des risques a la possibilité de le faire. Et là, on parle de la dette. Mais la dette, la question qu'il faut se poser, qui a été pillé? C'est eux ou c'est nous? Qui est endetté normalement? C'est eux ou c'est nous? C'est des questions de fond que l'on doit se poser. On est pillé et on est endetté. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est logique? Les gens nous ont braqués. Les gens nous ont escroqués. Quand je dis les gens, je ne parle pas de tous les Blancs, tous les Européens, je parle de l'oligarchie occidentale qui est différente du prolétariat occidental. On a été esclavagisés, on a été colonisés, nous sommes néocolonisés aujourd'hui, nous sommes dépouillés de nos ressources et de nos matières premières. Qui est endetté aujourd'hui? Certaines populations ont connu 6 ans, 39, 45, 6 ans de Shoah, on les paye jusqu'à aujourd'hui. On a connu plus de 5 siècles de répression, on les connaît encore aujourd'hui, et nous sommes endettés vis-à-vis de notre oppresseur. Il y a un moment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, je pense que là aussi, il faut qu'il y ait une conduite morale sur le terrain politique, j'entends. Je ne suis pas donneur de morale dans la vie de manière générale, mais sur le terrain politique, une conduite morale à avoir, que nos dirigeants se rappellent que ceux qui nous doivent des comptes, c'est les autres, ce n'est pas nous qui leur devons des comptes. Et se rebeller, on sera peut-être mal vu par l'impérialisme et par l'oligarchie d'Occident, mais on ne sera pas mal vu par le reste des nations. Et il y a différents leviers de contestation qui sont en train de s'opérer. On se dirige vers un monde multipolaire aujourd'hui.
Alors, on se dirige vers un monde multipolaire. Kémy Séba, l'Afrique est aujourd'hui confrontée à un nouveau type d'agression. Nous parlons de terrorisme. On a les Chebabs qui sèment la terreur au niveau de la Corne de l'Afrique. En l'Afrique centrale, on a Boko Haram. Au niveau du Sahel, il y a Ansar el-Din, il y a tout ce qu'il peut avoir de ce côté-là. Alors, pour ne citer que ceux-là. Mais à côté de ça, il y a de nombreuses bases militaires étrangères sur le continent africain. Comment est-ce que vous pouvez... quelle lecture vous faites de tout cela? Je présume que votre question n'est pas fortuite, comme souvent et comme toujours. Et donc, par conséquent, ce n'est pas un hasard que l'on parle du terrorisme et des bases militaires dans le même temps, dans la même phrase. Parce que, évidemment, il y a une corrélation entre ces deux événements. Le terrorisme est une nouvelle idéologie politique, enfin une nouvelle. Elle est là depuis très longtemps, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est devenu une tendance politique du XXIe siècle qui est au service du grand capital, le terrorisme, comme l'ultralibéralisme. Et j'ai envie de dire que l'ultralibéralisme et le terrorisme sont deux facettes d'une même médaille. Il est intéressant, lorsque l'on parle du terrorisme, de savoir qui l'entretient et à qui profite-t-il. Un terrorisme censé être anti-occidental, mais qui profite systématiquement à l'Occident et peut être entretenu par cette oligarchie occidentale. C'est des questions de fond qu'on doit se poser. Regardons ce qui se passe au Moyen-Orient, regardons ce qui se passe en Afrique. Quand Boko Haram émerge au Nigeria, qu'est-ce qui se passe auparavant? Le Nigeria, avant l'émergence de Boko Haram, est à la croisée des chemins. Le Nigeria veut se diriger vers une logique multipolaire et changer son type de partenariat qui auparavant était simplement relié uniquement aux États-Unis et uniquement à l'Occident. Le Nigeria se dit qu'il y a d'autres nations qui sont en train d'émerger et qu'il est nécessaire de travailler avec ces nations. C'est à ce moment-là qu'émergent comme par magie, comme par hasard, ces leviers endogènes pilotés par des forces exogènes que sont Boko Haram, qui n'est rien d'autre que le jumeau sur un terrain structurel, dans un autre cadre d'idées évidemment, mais de l'État islamique, même si certains procédés sont différents. D'ailleurs, Boko Haram a prêté allégeance, ce n'est pas un hasard non plus, à l'État islamique. Le Boko Haram du Nigeria profite aux États-Unis, excusez-moi, puisque l'on sait que l'Africom, qui est le commandement africain sur le continent américain, le commandement américain sur le continent africain, l'Africom installe ses bases militaires partout où il y a des matières premières extrêmement importantes dont ils veulent jouir en priorité. Donc ce commandement américain sur le continent africain a des intérêts précis sur ce terrain-là. C'est des choses que l'on se doit de dire. Pareil, dans un autre ordre d'idée, parce que ce n'est pas exactement le même Boko Haram qui a émergé au Cameroun, mais qu'est-ce qu'on voit? Quelles que soient les critiques que l'on peut apposer à Paul Biya, quels que soient les discours et les analyses politiques qu'on peut apposer à ce dernier, et il faut être objectif, il y en a. Mais ce que l'on voit, c'est que ces dernières années, Paul Biya a changé son fusil d'épaule et a commencé à se rebeller d'une certaine façon contre la France. N'importe qui, opposant ou partisan, reconnaîtra ce fait-là. A commencé à développer des partenariats économiques avec d'autres nations émergentes. La France, ça les dérange, l'oligarchie française. Qu'est-ce qui se passe? On a un Boko Haram local qui commence à émerger. C'est devenu une franchise. Le terrorisme, c'est comme le McDonald's. Chacun ouvre une franchise, mais c'est le même financier qui est derrière. Et il est nécessaire que chacun d'entre nous comprenne à différents paliers, à différents degrés, le financier ici et le financier français, mais derrière ce financier français-là, il y a, qu'on le veuille ou pas, la finance internationale qui est là. Et cette finance internationale est la même qui, derrière les rideaux, manipule le Boko Haram au Nigeria. Et c'est la même qui contrôle et qui tire les ficelles de Daesh ou l'État islamique au Moyen-Orient. Il y a des questions de fond à se poser sur le fonctionnement de ces derniers et il est nécessaire pour nous, sur ce terrain de la souveraineté, d'agir en conformité avec nos intérêts. Ne pas laisser, et je le dis parce que c'est très important, de place à l'ennemi. On dit toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée à l'intérieur. Il y a des populations dans nos pays, dans nos différents pays africains, qui parfois, à tort ou à raison, se sentent laissés pour compte, se sentent ostracisés, se sentent abandonnés. C'est chez ces derniers que ces malfrats politiques recrutent. Il est donc nécessaire que chacun d'entre nous comprenne que nos sociétés africaines, qui sont ultra centralisées de manière générale, doivent plus que jamais s'ouvrir au reste des régions et ne pas laisser les régions à l'abandon, celles qui sont le plus enclavées ou le plus éloignées du pouvoir central. Il faut que tout le monde ait sa voix au chapitre. Il n'y a que comme ça que l'on pourra lutter contre ces derniers, à mon sens. Alors Kémy Séba, nous sortons de cette interview, peut-être par l'homme Kémy Séba, ou plutôt l'écrivain Kémy Séba. Vous avez plusieurs ouvrages déjà écrits. Le premier livre que j'ai écrit, c'était en prison, lorsque Sarkozy m'avait mis en prison, parce qu'il faut le rappeler, j'ai été incarcéré
à sa demande en 2007, d'accord. Il estimait que mes activités politiques étaient une incitation à la haine raciale, mais incitation à la haine raciale dans le langage de Sarkozy, qui pourtant lui-même est un négrophobe patenté, c'est simplement incitation à la contestation vis-à-vis du pouvoir en place. Donc j'avais écrit un recueil de poèmes et de matinées de philosophie qui s'appelait Mahatix Philosophie, mais mon premier grand ouvrage littéraire, c'est Supranégritude, qui s'est vendu à plus de 12 500 exemplaires. Supranégritude. Aller au-delà de la négritude. Supra, c'est transcender. Certains ont cru au départ, en entendant le titre, que c'était une négritude suprémaciste, puisque les médias occidentaux m'accusent d'être un suprémaciste africain, ce qui n'est pas le cas. Non, c'était simplement transcender la négritude de nos pères et comprendre qu'on doit cesser de se regarder en fonction de l'œil, du regard de l'autre. Voilà, et le dernier ouvrage? Black Nihilisme, retour à la tradition primordiale, résistance africaine au mondialisme. J'estime, comme je l'ai dit précédemment, que le mondialisme est l'ultime forme du colonialisme, et j'expose un certain nombre de mécanismes qui permettent de comprendre comment le colonialisme d'aujourd'hui fonctionne. Et j'invite chacun de nos frères et chacune de nos sœurs à se préparer à un avenir qui ne sera pas complètement pacifique. Je ne le crois pas. Je crois que tôt ou tard, le véritable combat contre les forces endogènes devra se mener. Frantz Fanon disait, suite à la mort de Patrice Lumumba, que le futur combat, le précédent combat, c'était de lutter contre le colonialiste blanc qui était sur notre continent. Mais le combat de demain, ça sera lutter contre le colonialiste noir qui est payé par le colonialiste blanc et qui est présent sur notre continent. Et ce colonialiste noir est beaucoup plus dangereux. Ce colonialiste noir, l'impérialisme nous a fait croire pendant longtemps que c'était simplement nos présidents, c'était nos dirigeants. C'est tellement simple. Merci à vous, Kémy Séba. C'est moi qui vous remercie. Merci également à nos téléspectateurs. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Nos programmes continuent et à très bientôt.